Bienvenue sur Africa 24. Monsieur Choguel Maïga, que nous recevons dans ce décryptage, est le Premier ministre de la République du Mali, nommé en mai 2021 par le président de la transition Assimi Goïta. Ingénieur de télécommunications de profession, il participe au 27e congrès de l'Union postale universelle. Dans cette édition des décryptages, Monsieur Choguel Maïga nous parle des enjeux de son plan d'action pour le Mali. Bienvenue sur Africa 24, Monsieur le Premier ministre. Vous êtes ingénieur des télécommunications de profession. Vous participez à ce 27e congrès de l'Union postale universelle en Côte d'Ivoire, une première historique en Afrique. Quel regard portez-vous sur l'univers de la poste face à l'évolution des technologies? Je dois rappeler que ce congrès qui se tient aujourd'hui en Côte d'Ivoire est une première depuis 87 ans. Et c'est pour cela que, à travers la Côte d'Ivoire, c'est l'ensemble des pays africains qui sont honorés. La Poste fait partie des moyens de communication, l'un des plus anciens de l'humanité. Et lorsqu'aujourd'hui les moyens modernes de communication, tels que la digitalisation de l'ensemble des processus, est exploité par la Poste et appliqué au service postal, je pense que la Poste remplira davantage et de façon plus résolue et importante sa mission, celle de connecter les citoyens, de passer l'information dans les coins les plus reculés, dans les villages, dans les coins et recoins. Et c'est pour cela que nous sommes convaincus que ce congrès donnera une impulsion nouvelle au secteur postal dans le monde et en Afrique en particulièrement. Quels sont, selon votre expérience et expertise, les enjeux d'avenir du secteur postal et numérique sur le continent en général et sur le Mali en particulier? Je suis dans l'action politique depuis 42-43 ans, au moins, l'action politique au quotidien. Et les difficultés que notre pays traverse aujourd'hui sont telles qu'il n'était pas envisageable de refuser d'assumer ses responsabilités lorsque la communauté nationale, à travers les forces du changement, que constitue le mouvement du 5 juin Rassemblement des forces patriotiques, le M5 RFP, lorsque ces forces vous proposent d'assumer cette responsabilité avec la confiance du chef de l'État, je crois qu'il n'y avait pas d'autre choix en tant qu'acteur politique que d'accepter d'apporter sa contribution à l'effort de redressement du Mali. Notre pays a besoin de redressement, de refondation, pour qu'il soit reconstruit sur de nouvelles bases. Donc, la pose des refondations du Mali nouveau est une action exaltante, patriotique, à laquelle, me semble-t-il, je n'avais pas de possibilité de me soustraire. Si tant il est vrai que l'action politique, c'est pour être au service de son pays. On vous accuse, à travers le projet des Assises nationales de la refondation, d'utiliser une stratégie pour prolonger la transition et permettre aux militaires de s'éterniser au pouvoir. Les élections générales permettant de revenir à un ordre constitutionnel au Mali doivent se tenir en février 2022. Quelles sont les modalités pour y parvenir? Vous savez, lorsque le calendrier a été fixé il y a quelques mois, l'ensemble des forces vives de la nation l'avaient contesté, en disant que c'était un calendrier qui n'était pas réaliste. C'était un calendrier imposé de l'extérieur. C'était un calendrier annoncé pour faire plaisir à l'extérieur. Que sais-je encore? En un mot, peu de personnes au Mali croyaient à la faisabilité de ce calendrier. Par exemple, il était prévu de tenir la révision constitutionnelle en octobre. Tout le monde savait, dans l'état actuel du Mali, ce n'était pas possible, en tout cas au rythme où le gouvernement travaillait. Aujourd'hui, effectivement, il y a ce genre de discours au pays auquel nous devons être attentifs. Parce que les critiques de ceux qui peuvent apparaître comme
une opposition à la transition, de notre point de vue, ne doit pas être prise comme des critiques malsaines ou destinées essentiellement à déstabiliser la transition. Il faut les prendre pour ce qu'elles sont. Il y a des citoyens qui, de très bonne foi, posent ces questions, j'allais dire même, font ces procès d'intention. Notre rôle en tant que gouvernement de transition, c'est d'aller vers ces citoyens, de leur expliquer, de chercher à les convaincre, qu'il n'est pas le sentiment qu'on veut les vaincre simplement parce que nous avons le pouvoir. Parce que c'est ce qui s'est passé avant, et ça va pour que ça ne laisse pas de frustration. Donc on a un travail pédagogique à faire, un travail de démonstration à faire, un travail d'explication, un travail de conviction à faire. C'est pour cela que dès que le gouvernement a présenté devant le Conseil national de transition, qui fait office d'assemblée législative pendant la transition, son programme d'action gouvernementale, dès que ça a été approuvé à une très large majorité, nous nous sommes tout de suite engagés dans un travail d'explication, un travail de pédagogie en direction de toutes les forces politiques et sociales. D'abord la société civile, les chefs traditionnels, les organisations religieuses, les organisations syndicales, la société civile, en un mot, tout le corps social qui n'est pas forcément engagé dans les partis politiques et qui est majoritaire. Parce que sur les 20 millions de Maliens, en général, aux élections, participent 2 à 3 millions. Les présidents sont élus généralement avec 1,5 million, 1,7 million, jamais plus de 2 millions. Donc, ça veut dire que moins de 10% de la population vote pour les institutions. Et donc, pour élargir la base sociologique du travail que nous faisons, nous sommes allés vers ces forces-là. Première étape du travail d'explication et de pédagogie. La deuxième démarche, c'est d'aller dans le monde paysan, qui fait la majorité de la population du Mali. La majorité silencieuse, aller vers elle aussi, lui expliquer. Et enfin, ou parallèlement, la classe politique. Donc au niveau du gouvernement, les tâches seront reparties. Et enfin, les Maliens de l'extérieur, qui sont une composante essentielle de notre société. Disposez-vous des moyens financiers pour réaliser ces élections? On parle d'un besoin de plus de 4 000 milliards de francs CFA pour ces objectifs. Comment obtiendrez-vous ces financements? Vous savez, il y a une question récurrente en Afrique. Chaque fois que on prévoit de faire quelque chose, on compte sur l'aide. Vous aurez constaté, moi je suis responsable politique, souvent même quand des organisations se créent, vous allez voir souvent la première des choses, c'est de faire des lettres de quête et prévoir des congrès, des organisations de toutes sortes de manifestations, sans avoir prévu où est-ce qu'ils prendront l'argent pour le faire. Ensuite, ils se mettent à faire des lettres de quête, à aller ici et là. Et souvent, même au niveau des États, on a le même type de réflexion. Les États fixent des budgets en se disant, bon, on ne peut pas tout faire, mais il y a une partie que l'aide va faire. Nous avons décidé au Mali d'avoir une nouvelle approche. De dire d'abord la vérité aux Maliens. Ce qui n'est pas possible, il faut dire que ce n'est pas possible. Mais pour être crédible, il faut être exemplaire. Et c'est pour cela que nous avons dit qu'il faut une gouvernance de rupture, d'exemplarité et de redevabilité. Autrement, il faut que les Maliens soient convaincus, en observant de tous les points de vue, qu'il y a une rupture avec ce qu'ils ont combattu. Deuxièmement, qu'il y a l'exemplarité. Les dirigeants donnent l'exemple. Troisièmement, que ces dirigeants rendent compte de façon régulière. Et c'est pour cela que j'ai promis au Conseil national de transition que de façon régulière, à l'initiative du Conseil national de transition ou à l'initiative du gouvernement, nous irons rendre compte régulièrement. L'exemplarité, c'est la façon de travailler, la façon d'agir au quotidien. Nous savons que l'un de nos grands adversaires, c'est le temps. Notre façon de travailler indique très clairement aux Maliens que nous devons aller à marche forcée, au pas de charge,
Ce qui se fait en temps normal en 2-3 ans, nous devons le faire en 6-7 mois. Vous voyez, je suis venu ici en Côte d'Ivoire après avoir présenté le gouvernement le 16 juin, le premier conseil des ministres. Auparavant, le président a été investi le 16 juin. Le même jour, il a nommé le Premier ministre. 3 jours après, le gouvernement a été formé. 5 jours après, le premier conseil des ministres. 6 semaines après, présentation du programme d'action gouvernementale devant le Conseil national de transition. 24 heures après, je me suis présenté à l'ensemble des forces vives pour expliquer au niveau de la capitale ce qui se passe. 48 heures après, nous nous sommes rendus dans le monde paysan, la zone agricole par excellence, la région la plus peuplée, pour aller vers le monde paysan, leur parler, leur expliquer. 24 heures plus tard, nous sommes ici en Côte d'Ivoire, où nous avons représenté le président de la transition à un événement de dimension historique, parce que je disais que ça fait 87 ans que cette réunion ne s'était pas tenue. Notre président était un invité spécial du président Alassane Ouattara. Nous sommes venus le représenter. Nous avons participé au débat aujourd'hui. Nous retournons, et avant de retourner, nous avons rencontré la communauté malienne pour lui expliquer tout ce que je viens de vous dire. Nous retournons aujourd'hui, cet après-midi, nous tiendrons un conseil de cabinet pour adopter le collectif budgétaire issu de la présentation du programme d'action gouvernementale. Dans l'après-midi, je vais rencontrer le président de la transition à 19h pour lui rendre compte de tout ça. Demain, nous tenons un conseil des ministres. Vous voyez, le rythme auquel on travaille montre clairement que nous avons décidé de faire en sorte que toute la nation malienne, c'est pour cela que nous avons besoin d'une transition inclusive, vibre au même diapason, fait face en même temps, à l'unisson, aux défis de l'histoire. Parce que nous sommes convaincus que si cette transition réussit, ce sera une réussite non seulement pour le Mali, mais ce sera un exemple pour toute l'Afrique. Et c'est pour cela que nous pensons que nous allons tenir. Maintenant, comme le disent les militaires, la mission est sacrée, le terrain commande. Tout ce qui dépend de nous va être fait. Ce qui ne dépend pas de nous dépendra du peuple et de Dieu, nous sommes croyants. Voilà ce que je peux dire en réponse à cette question. Vous avez déclaré « Le Mali est un grand corps malade qu'il faut soigner ». Vous préconisez une gouvernance de rupture avec une lutte contre l'impunité, contre la corruption et la réduction du train de vie de l'État. Comment allez-vous traduire concrètement en action ces démarches? L'exemplarité, je viens de vous expliquer qu'il faut que les Maliens sentent qu'ils ont un gouvernement en action, déterminé, qui sait d'où il vient, qui sait ce qu'il lui faut, qui sait où il va. Une fois qu'il est convaincu de cela, l'exemplarité, c'est ça. Ensuite, il faut lui rendre compte régulièrement. Ça fait partie de l'exemplarité, j'en ai parlé plus haut. Il faut ensuite choisir des secteurs où le peuple doit sentir le changement. La sécurité, la lutte contre la corruption et l'impunité. C'est des dossiers qui sont traités en principe par la justice. Donc je me garderai de rentrer dans les détails, mais soyez sûrs que même dans l'architecture du gouvernement, la volonté du peuple est exprimée. La volonté de sécurité, la volonté de lutte contre l'impunité et la corruption, la volonté de refondation. Et c'est pourquoi le gouvernement est structuré. Après le Premier ministre, vous avez le ministre de la Défense et des anciens combattants. Vous avez ensuite le ministre de la Justice. Vous avez ensuite le ministre de la Refondation. Ça ne veut pas dire que les autres ministères ne sont pas importants parce qu'ils ne peuvent pas réussir leur mission sans le soutien de l'ensemble du gouvernement. Mais c'est des ministères assez emblématiques et politiquement pour montrer clairement la détermination et la volonté des hautes autorités. Alors, donc quand nous aurons dit ça, le reste, il faut nous juger aux actes. Et à l'heure du bilan, je suis convaincu que les Maliens auront dans leur grande majorité satisfaction.
Votre plan d'action comprend 3 piliers essentiels, des moyens pour renforcer l'armée, des réformes institutionnelles avec la création d'un organe unique des élections et des assises nationales. Pouvez-vous nous définir l'impact de chaque point de cette réforme? Il y a le 4e axe du programme, effectivement, lui, il n'est pas nouveau, c'est les missions courantes de l'État, la vie économique et sociale, la préoccupation du gouvernement en permanence d'avoir chaque jour sur son tableau de bord les préoccupations des populations les plus démunies, l'eau, l'électricité, les centres de santé, les routes. Mais effectivement, ce qui fait la particularité de cette transition, c'est les 3 actes dont vous venez de parler. Vous savez que la crise qui nous a conduit à ces différents changements pendant une décennie, ce que nous appelons la crise sécuritaire multidimensionnelle que connaît notre pays, est une crise qui est la résultante d'actions qui n'avaient pas tenu compte de la géopolitique internationale, souvent certaines négligences, aussi bien au niveau national qu'au niveau international. Des erreurs d'appréciation de la situation, mais elle est partie de la défaillance des systèmes sécuritaires, dont les raisons sont multiples. L'interview n'est pas l'objet de revenir sur toutes les raisons, mais il y a des raisons internes et géopolitiques. Nous sommes arrivés à sa conclusion qu'aussi longtemps que les questions sécuritaires ne sont pas prises en charge, autrement dit que les forces armées de sécurité soient mises dans les conditions matérielles, financières, de formation, d'aguerrissement, d'équipement, pour faire face à leurs missions régaliennes, il n'est pas possible que les populations retrouvent la voie du bonheur. La sécurité est le premier besoin des citoyens. Après la nourriture, bien sûr, je parlais tantôt de la nourriture, des routes, des centres de santé, qui sont des missions courantes de tout État. Un État qui ne peut pas assurer la sécurité de ses citoyens ne peut pas être un État légitime aux yeux des citoyens. Et c'est pour cela que nous avons clairement dit que la priorité numéro 1 du gouvernement de transition, c'est l'amélioration de la sécurité sur l'ensemble du territoire national. Et aujourd'hui, nous avons un déploiement massif tout azimut dans toutes les régions des forces armées de sécurité, malgré l'effectif réduit. Nous avons dit aux Maliens qu'à la fin de la transition, notre souhait, c'est que tous les citoyens puissent témoigner que la sécurité s'est largement améliorée et que les citoyens se sentent plus en sécurité. Nous avons ensuite le besoin de justice. Le manque de justice, l'absence de justice, la mauvaise distribution de la justice font partie des raisons de l'effondrement de l'État malien. La lutte implacable contre l'impunité et la corruption font partie des missions premières du gouvernement telles que fixées dans le premier discours tenu par le chef de l'État au premier Conseil des ministres. Vous avez ensuite le besoin de refondation de l'État. Refondation sur tous les plans. L'organisation de l'État. De quel type d'État les Maliens ont besoin? Cette refondation se fera à travers ce que nous avons appelé les assises nationales de la refondation, qui consiste en quoi? Dans notre pays, pendant cette décennie, il y a eu plusieurs forats, pendant lesquels les problèmes du pays ont été diagnostiqués. Vous avez eu les états généraux, nous avons eu les états généraux de la décentralisation, nous avons eu ce qu'on appelait la conférence d'entente nationale, nous avons eu il y a quelque temps le dialogue national inclusif, auquel dialogue une partie de la classe politique et la société civile a participé, une autre partie n'y a pas participé pour des raisons sur lesquelles je ne reviens pas aujourd'hui. Mais la caractéristique de tous ces forums, la caractéristique, c'est qu'après la tenue des forums, l'application des résultats n'a pas suivi. Nous disons
pour parler de façon triviale, qu'on les a mis dans les tiroirs. Eh bien, le nouveau, ce qui est nouveau cette fois-ci, c'est que l'ensemble des résolutions de ces différents forats vont servir de matière première. On ne va pas les jeter à la poubelle parce que c'est le résultat de réflexion et d'action de Maliens. Nous allons les enrichir par les idées des forces du changement, les forces politiques et sociales qui se sont donné la main pour opérer le changement, et les forces armées et de sécurité du Mali. Ça, c'est les forces du changement. Les transformations politiques, institutionnelles que les forces du changement voulaient imprimer pour avoir le Mali nouveau vont enrichir le débat. Et vous avez l'ensemble de la société civile, le monde paysan, le monde des intellectuels, les universitaires, les artistes, ceux qui traditionnellement ne s'occupent pas de politique, entre guillemets, vont être aussi associés à la réflexion. Les chefs spirituels, tout ce qui est considéré comme force vive, les syndicats, vont tous donner leur avis. Ça, c'est la troisième source d'enrichissement des assises nationales. Une fois que nous aurons recueilli les premiers avis des uns et des autres, nous ferons les termes de référence des assises et ce document sera envoyé à l'intérieur du pays, à toutes les organisations structurées dans notre pays, à toutes les forces vives, qui vont les discuter, qui vont les enrichir, qui vont les amender. Le résultat de cette réflexion, de cette démarche, les résultats, dis-je, vont faire l'objet d'une synthèse nationale. C'est sur cette synthèse que les assises nationales de la refondation vont se tenir. La caractéristique et la particularité de ces assises par rapport aux réunions antérieures, c'est qu'au sortir des assises nationales de la refondation, les conclusions, les résultats seront immédiatement exécutoires, vont s'imposer à toutes les autorités politiques. Le gouvernement de transition est le premier qui doit donner l'exemple. Tout ce qui relève de lui doit être mis en œuvre immédiatement, et ce qui n'aura pas mis en œuvre attendra le futur gouvernement qui sera issu des élections. 1. Et c'est pourquoi, 2, tous ceux qui voudraient compétir pour être aux responsabilités, pour diriger le Mali, pour être président de la République du Mali, auront l'obligation de s'engager moralement et politiquement à appliquer les résolutions issues des assises nationales de la refondation. Ce candidat, pour se différencier des autres candidats, présentera son propre projet de société, son programme, issu de son parti ou de son regroupement. C'est avec donc ces deux engagements que les uns et les autres vont aller à l'élection présidentielle et aux différentes élections. La deuxième caractéristique, c'est que les conditions vont être posées par le peuple. Parce que ça, c'est le peuple dans toutes ses composantes, de toutes les régions, de toutes les ethnies, de toutes les religions, de toutes les confessions, de toutes les professions qui vont se retrouver pour définir l'avenir du Mali. De quel type d'État les Maliens veulent? Quelle organisation étatique voudraient-ils? De quel type de constitution voudraient-ils? C'est à partir de ces assises que les experts vont élaborer les nouveaux textes qui vont régir le Mali de demain. Avant, c'était l'inverse. C'est les experts qui écrivaient des textes qu'on soumettait au peuple après à choisir oui ou non. Cette fois-ci, c'est l'inverse. Au sortir des assises nationales de la refondation, les Maliens vont définir les grands axes, les grandes bases, les nouveaux piliers sur lesquels le Mali nouveau, qu'on appelle chez nous dans la langue la plus répandue, Mali Kura, va être bâti. Alors, une fois que ces piliers sont connus, nous ferons en sorte que les erreurs qui ont conduit à cette instabilité régulière, chronique, j'allais dire,
avec des ruptures fréquentes de l'ordre constitutionnel, nous allons envisager des solutions légales, sinon constitutionnelles, pour y remédier. De manière que, au sortir des assises, le nouvel État qui va être fondé, les nouveaux piliers sur lesquels va être bâti le Mali nouveau, vont être la propriété en quelque sorte de tous les Maliens, parce que c'est ensemble que nous aurons défini. Ce n'est pas d'en haut qu'une direction nationale fixe les règles du jeu pour aller expliquer aux uns aux autres. C'est depuis la base que le nouvel État va être conçu et les dirigeants auront essentiellement comme mission, avec leur capacité d'inventivité, j'allais dire d'ingénierie, pour parler la langue de le jargon de notre spécialité, ils auront à faire l'ingénierie des vœux, des attentes du peuple malien pour améliorer ses conditions de sécurité, améliorer ses conditions de vie au quotidien. Voilà la spécificité des assises nationales. Mais pour arriver à cela, une fois qu'on fixe les règles du jeu, on va aux élections. Nous avons tiré les leçons du passé récent du Mali. Nous avons eu 2 grandes crises politiques depuis l'instauration de la démocratie pluraliste. Ça fait bientôt 30 ans, sinon plus. La première grande crise politique, c'est après les élections de 1997. Il y avait un débat entre le gouvernement et une partie de la classe politique. Le gouvernement disait, on n'est pris par les délais, il faut aller vite. Une bonne partie de la classe politique dit, attention, créons d'abord les conditions des bonnes élections, sinon nous allons nous retrouver dans l'impasse. Finalement, le gouvernement a choisi la voie de ne tenir compte essentiellement que des délais. Il est allé aux élections. Le résultat, le président a été élu entre guillemets, mais pendant 5 ans, c'est les manifestations, les troubles, les emprisonnements, les morts. Pour les emprisonnements, par exemple, l'un des pères fondateurs de la République du Mali, l'auteur même de l'hymne national du Mali, s'est retrouvé en prison à la suite de cette crise. Des acteurs clés des changements intervenus dans notre pays, à la suite desquels changements la démocratie pluraliste s'est installée dans notre pays, se sont trouvés certains en danger de mort, d'autres ont été emprisonnés. Le pays a vécu 5 ans de crise politique où l'élection du président n'a pas été reconnue. La deuxième crise que nous avons vécue, toujours relative à l'organisation des élections, c'est celle de 2020, qui a conduit d'ailleurs au soulèvement, qui a abouti au changement de régime. Là aussi, c'était le même débat. La classe politique, les partenaires du Mali, y compris la CEDEAO. La CEDEAO, je rappelle, après les élections de 2018, l'élection présidentielle, a dépêché une mission spéciale qui a conclu à la nécessité de faire des réformes politiques et institutionnelles avant d'aller aux prochaines élections. C'est écrit noir sur blanc. Le gouvernement n'a pas fait les réformes. Il dit qu'il est pris par les délais. L'opposition a demandé les réformes. Finalement, délai, on est allé aux élections. Le résultat, c'est quoi? C'est la crise politique et institutionnelle jamais connue dans l'histoire de notre pays, qui a conduit à plusieurs mois de manifestations, de soulèvements dans l'ensemble des grandes villes du pays et dans la diaspora, avec comme résultat le changement de régime. Et donc nous disons que si on doit tirer des leçons de l'histoire récente de notre pays, des différentes crises politiques et institutionnelles, après avoir défini ce que nous voulons, autrement dit, où nous voulons aller, après avoir identifié d'où nous venons, pourquoi il y a les crises, il faut s'entendre clairement sur la voie à suivre, comment y aller, à quel rythme. Et c'est pour cela que nous avons estimé, l'ensemble d'ailleurs de la classe politique depuis des années, depuis 2002 au moins, la demande de l'instauration d'un organe unique chargé des élections indépendant est une exigence politique de l'ensemble des forces politiques et sociales. Nous avons décidé cette fois-ci d'instaurer un organe unique indépendant chargé des élections pour que demain, si cet organe proclame des résultats, qu'aucun des acteurs du processus électoral n'ait à redire, sauf à faire des contestations qui seront connues au niveau de la Cour constitutionnelle. Et donc nous faisons tout pour minimiser les risques de contestation des résultats des élections, pour que les autorités issues de ces élections ne soient pas querellées quant à leur légitimité.
Il n'y aura pas une querelle de légitimité. On va les juger aux actes. Cela va minimiser les risques d'instabilité institutionnelle et de rupture de l'ordre constitutionnel. Voilà globalement comment nous concevons la transition. La région du Gao, située au nord du Mali, vient d'être le théâtre d'une attaque terroriste meurtrière. Avez-vous plus de précisions sur cet événement et qu'en avez-vous retenu? Vous savez, depuis un certain temps, comme je vous le disais, nous avons des opérations militaires dans toutes les régions du Mali. Par ailleurs, nous avons, et ça nous devons le reconnaître, des effectifs réduits. Les effectifs ne suffisent pas pour couvrir l'ensemble du territoire. Vous savez, notre pays est un pays très vaste, 1 204 000 km². C'est plusieurs pays d'Afrique de l'Ouest réunis. Et donc cette couverture physique du territoire est une des difficultés auxquelles nous essayons de faire face en suivant deux voies. La première, ce qu'on appelle le processus de DDR, n'est-ce pas? C'est-à-dire l'ensemble des mouvements signataires de l'accord pour la paix et la réconciliation ici du processus d'Alger doivent accélérer le processus d'intégration de leurs combattants. D'autres forces sociales qui voudraient être dans l'action de défense et de la sécurité de notre territoire seront mobilisées. Donc augmentation substantielle des effectifs. Deuxième axe, c'est l'équipement. Renforcer, accélérer le processus d'équipement de notre armée. Mais lorsqu'on aura fait la guerre, à supposer même qu'on conquiert un territoire par la force, aussi longtemps que l'État n'est pas là, l'administration, les services sociaux de base, c'est un vide qui va être réoccupé. Donc, on travaille sur ça. Maintenant, les mouvements terroristes, voyant un peu cette détermination au niveau de l'État, voyons l'action au quotidien des forces armées de sécurité, leur détermination, leur capacité à mener des actions d'envergure sur l'ensemble du territoire, malgré les moyens limités, changent de stratégie. Ils vont s'attaquer aux paisibles populations, aux villageois, dans les champs. C'est des démarches très lâches contre lesquelles, malheureusement, pour l'instant, dans le monde entier, il n'y a pas de solution définitive. Mais je dois donner l'assurance de la détermination des hautes autorités de notre pays à faire en sorte que de plus en plus de Maliens soient sécurisés. Nous avons été très touchés par ce qui s'est passé. Ça allait à contre-courant de tout ce qui est en train d'être fait et dit ces derniers moments. Nous savons que c'est pour nous démoraliser. C'est pour démoraliser notre peuple. C'est pour casser l'élan du gouvernement. Mais ils ne réussiront pas. Les sacrifices qui sont faits aujourd'hui par notre population, nous considérons que c'est des sacrifices, c'est du sang qui est versé pour arroser l'arbre du futur. Et ces victimes font partie des héros de la lutte de libération de notre pays contre les mouvements obscurantistes. Je prie le bon Dieu que leur âme repose en paix. Nous considérons que c'est des victimes de parcours. Notre rôle, c'est de faire en sorte qu'il y en ait de moins en moins, pour ne pas dire qu'il n'y en ait plus dans notre pays. Pour conclure, Monsieur le Premier ministre, quel regard portez-vous sur notre chaîne Africa 24 depuis sa création? Quelle est selon vous l'importance d'une chaîne comme Africa 24 dans l'impact quotidien de la perception du Mali sur le plan national et international? Comment souhaitez-vous que Africa 24 puisse accompagner la vision de votre peuple et cet objectif de retour à un ordre constitutionnel? Je crois qu'Africa 24, pour ceux qui suivent ces émissions, a un angle de traitement de l'actualité, me semble-t-il, qui donne satisfaction à beaucoup d'Africains. Moi, j'y ai intervenu plusieurs fois en quelques années. Et aujourd'hui, c'est avec beaucoup de plaisir et d'intérêt que nous avons accepté vos demandes d'interview. Parce que nous savons que vous avez un auditoire large en Afrique. Vous avez un angle de traitement de l'actualité qui est singulière et positive pour les Africains. Vous positivez l'action de l'Afrique, l'action des Africains, l'action des dirigeants africains, l'action des populations africaines, ce qui n'est pas le cas d'un certain nombre de chaînes. Et enfin, cette opportunité que vous nous donnez
permet à beaucoup d'Africains, à beaucoup de Maliens établis à l'extérieur, à beaucoup d'amis du Mali qui n'ont pas l'opportunité de discuter directement avec les autorités du Mali, de voir que pense ce gouvernement, qu'est-ce qu'il compte faire, que pense leur Premier ministre, quelle idée il a, où est-ce qu'il va, pour que les gens comprennent. Donc je pense que ce que vous êtes en train de faire est une action, pour parler de façon terre à terre, de salubrité publique par rapport à l'information. Parce que les Africains sont orientés vers un certain nombre d'informations, donc vous permettez l'équilibre de l'information, la diversité de l'information qui permet de construire des véritables citoyens de l'Afrique, des citoyens de demain. Donc je voudrais vous remercier, vous-même, toute votre équipe, votre direction et toute la hiérarchie, les techniciens, tous ceux qui contribuent à la diffusion de cette émission. Je pense qu'ils font œuvre utile, non seulement pour la renommée d'Africa 24, mais surtout, ils font œuvre utile pour les Africains, au nom desquels, en tout cas d'après ce que je vois depuis la création de la chaîne, Africa 24, pour lesquels Africa 24 a été institué. Et donc je vous souhaite bonne chance et n'hésitez pas chaque fois que c'est nécessaire, nous ne poserons même pas de questions, nous venons répondre à vos questions parce que nous savons que c'est des questions adressées aux Africains.